Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques de Fatolaï. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, la charge mentale. La charge mentale, une expression de plus en plus populaire pour désigner un épuisement tel qu'il peut conduire à un burn-out professionnel, parental ou même à une dépression. La société pense-t-elle que les femmes sont des machines? Pourquoi les femmes subissent une telle pression? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et pour ce faire, dans une première partie, Mariette et Meïmouna répondront à nos questions. Et ensuite, vous, public, si vous avez des questions, elles pourront y répondre. Ouais. C'est parti. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Très bien, merci. Ravie d'être là. Super, je suis contente de vous accueillir. Nous aussi. Nous On est présents. Est-ce que Mariette, tu peux te présenter de façon succincte, que le public sache qui tu es? Donc, je me présente, Mariette, coach qui se veut être spécialiste dans l'humain. Métier de prédilection, la petite enfance, ce qui m'a amené à avoir cette conscience de soi et vouloir accompagner au mieux. Et pour cela, en binôme, co-créatrice de David et Mariette Coaching. Voilà, en quelques mots. Super, merci beaucoup. Meïmouna, on t'écoute. Donc bonjour, je m'appelle Meïmouna, je suis psychologue clinicienne. Je suis spécialisée en enfants, adolescents et parentalité. Je suis aussi praticienne en PNL et thérapeute de couple. Super, merci beaucoup. Alors Meïmouna, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous définir la charge mentale, déjà pour commencer, qu'on sache ce que c'est? Parce que je sais pas si ça parle à tout le monde. Bien sûr. Il faut savoir que la charge mentale, ça va regrouper vraiment tout ce qui va être les tâches mentaux et les tâches émotionnelles qu'une personne va devoir gérer au quotidien. Donc ça peut partir de la planification, de l'organisation, de la prise de décision, de la gestion des émotions, de ses propres émotions, mais aussi de la gestion des émotions des autres. Donc ça va être plein de petits points comme ça qui vont venir s'accumuler. À un moment donné, la personne ne va pas réussir à faire, on va dire, à mettre une limite, à pouvoir gérer tout ça. Et ça va créer cette charge mentale. D'accord. Et là, la définition que tu m'en donnes, j'ai l'impression que la charge mentale, ça ressemble un peu à un travail invisible pour les autres. Oui, effectivement, c'est un travail invisible parce qu'en fait, comme je disais, c'est vraiment tout ce qui est aspects mentaux, ce sont des aspects mentaux et émotionnels. Donc, tout va se passer à l'intérieur de la tête, et la personne va tout le temps être en réflexion, dans la planification, dans l'organisation. Donc, ça se verra pas forcément, et parfois ça va même pas être valorisé et reconnu par la société ou les personnes qui nous entourent en fait. Bien sûr. Donc effectivement, c'est un travail invisible, hein. On le voit pas, mais le travail est constant, tout le temps. D'accord. Et Mariette, toi qui as des coachés, donc je suppose que tu as affaire à des gens qui ont ce genre de problématiques. Quels sont les effets que tu vois chez ces personnes-là, sur le corps, sur leur mental? Qu'est-ce que tu remarques chez ces gens-là? Alors, essentiellement, donc, je ne dis pas que la charge mentale est quelque chose qui est spécifiquement lié à la femme. Non, bien sûr. Parce que les hommes aussi ont une charge mentale qui est autre. Mais bon, comme là, c'est dans ce cadre-là. Là, on parle des femmes aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, messieurs, excusez-nous. Hein. C'est ça. Voilà, donc effectivement, ce que je peux constater, c'est que souvent, les personnes qui sont justement... qui ont un lien avec cette charge mentale, ça se voit au niveau de leur physique. Un manque de confiance en soi, même au niveau de la posture, une posture toujours très recroquevillée. Ça se remarque dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qu'ils reflètent d'eux-mêmes. On le voit aussi dans leur manière de penser. Tout ce qui est action qui est menée, ils ont l'impression de ne rien faire, en tout cas que ça ne se voit pas. Et en fait, parce que tout se passe dans l'invisible, comme l'a si bien dit Meïmouna, au-delà du physique, il y a toute cette charge, comme on dit charge, il y a cette notion de poids, de lourdeur qui pèse. Et on se sent acculé, on a du mal en fait à voir le bout et puis notre perception aussi change. Donc tout ça, ça joue sur le physique, sur le mental, nos émotions. Et de ce fait, en fait, la moindre goutte peut faire déborder le vase. Quelque chose qu'on serait en capacité de gérer en temps normal parce que émotionnellement, nous sommes bien, parce que tout est toujours lié à l'état d'être dans lequel nous sommes. Tout à fait. Mais comme il y a cet état de
de fatigue, d'accumulation, eh bien, ces personnes, en fait, elles ont l'impression de travailler dans le vide, elles ont l'impression qu'on ne les comprend pas, que de toute façon, on s'en fout, et ainsi de suite. Et comme tu le disais, ça peut mener à cet état de dépression. Mais effectivement, le corps physique le démontre, le ressent. D'accord. Et est-ce que ces personnes-là t'expriment, enfin, comment dire, t'expriment un point central en te disant, voilà, moi aujourd'hui, ce qui est le plus dur pour moi, c'est ça. Est-ce qu'elles te donnent tout un point, quelque chose qui les relie tout ensemble, où elles te disent, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, dans cette charge mentale, c'est ça? Oui, effectivement, en général, quand elles viennent nous voir, déjà, c'est qu'elles ont pris la décision de venir. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut accompagner quelqu'un qui ne ressent pas le besoin d'être accompagné ou qui ne le voit pas. Donc, effectivement, c'était déjà un appel à l'aide. Et en fonction de ça, on les observe, on parle avec eux. Et on leur demande effectivement ce qui est prédominant. Donc les gens viennent souvent, vous savez, avec une optique en se disant, ben voilà, moi aujourd'hui, je viens parce que c'est ce que je veux travailler. Mais en réalité, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc bien entendu, il y a des professionnels comme des psychologues, un domaine que je respecte énormément. Nous sommes des accompagnants. Il faut savoir que chacun aussi a sa place. Et dans ce cadre-là, nous, on les accompagne à voir ceci réellement, c'est ça. Et en général, quand elles viennent s'exprimer, c'est ce qu'elles nous disent. Il y a le langage non physique, le langage corporel. Bien sûr. Et on voit en fonction de l'état de la personne. Et en général, ce qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent, c'est on n'en peut plus, c'est trop. C'est trop. On en a marre de tout. Et eux-mêmes, en général, n'arrivent pas à mettre le point et à réellement définir quelle est la cause de l'état dans lequel ils sont. Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils veulent être aidés et accompagnés. C'est surtout ça, le point qu'on pourrait... Okay. Et je te retourne la question, toi, Maïmouna, parce que du coup, vous avez quand même deux métiers qui sont différents. Qu'est-ce enfin, quel est le point central chez ces personnes-là? Ben, en fait, moi, pour notre part, les psychologues, les personnes qui viennent nous voir ne savent pas forcément qu'ils ont, parfois ils le savent, qu'il y a une charge mentale très présente, un épuisement, une fatigue. Donc, ils peuvent le dire, ils peuvent le verbaliser, mais comme elle a si bien su le dire, il y a aussi le langage non verbal, où en fait, c'est nous-mêmes qu'allons analyser par aussi le discours, le discours du patient. Désolée, nous on parle de patient. Le discours du patient, on va analyser. Et c'est petit à petit dans son discours qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une charge mentale et on va commencer à se lever. Ah oui, bah là, vous me dites qu'il y a ça. Ah oui, là, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Bah ça, plus ça, plus ça. Bah madame ou monsieur, nous sommes désolés, mais vous avez une charge mentale qui est élevée. Et donc, il va falloir venir travailler là-dessus, travailler sur votre organisation, mettre des stratégies en place pour pouvoir passer au-dessus et pas être dans cet épuisement-là. Ok. Et j'ai une autre petite question, et là ça va un peu mettre en parallèle les hommes et les femmes, mais à quoi est due cette différenciation genrée de la charge mentale? Là, on fait un petit parallèle là. On fait un petit... C'est ça. En fait, cette différenciation-là, elle est faite par les normes de société. Très longtemps dans la société, c'est vrai que les femmes, elles ont eu ce rôle elles vont s'occuper de tout ce qui est problématique familiale, de tout ce qui est s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari aussi, faut pas oublier, s'occuper du mari aussi. Et petit à petit, c'est vrai que ça a évolué, mais on va dire cette norme-là, elle est quand même restée dans les esprits. En fonction de l'éducation aussi, parce que niveau culturel, en fonction des cultures, cette norme-là, elle est toujours éduquée aux femmes en fait, même si tu travailles, parce que maintenant les femmes travaillent, même si tu travailles, il faut pas oublier que quand tu rentres à la maison, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes du foyer, donc il y a tout ça. Et ça fait la charge on va dire tout ce qui est organisation au travail, plus tout ce qui est organisation à la maison, plus les problématiques personnelles, interpersonnelles, à gérer. Et ça peut créer effectivement cette charge mentale là. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment cette différenciation entre les hommes et les femmes. D'accord. Donc si j'ai bien compris, les femmes s'occupent de tout.
parce que en vrai, elles ont été éduquées comme ça. Oui. C'est des choses qui leur ont été inculquées depuis l'enfance. Oui, c'est ça. Depuis l'enfance, ça leur a été inculqué. Après, on voit bien quand même, il y a une évolution. Hein. Dans la société, on peut pas non plus jeter la pierre à chaque fois. Non, bien sûr. Mais dans la société, on voit il y a une évolution. Il y a des hommes qui aident beaucoup à la maison, oui, bien sûr. qui savent aussi prendre le relais et qui aiment prendre le relais. Donc, on peut voir des femmes qui n'ont pas une charge mentale aussi élevée que ça. Effectivement, comme elle a pu dire Mariette, des hommes qui vont eux avoir une charge mentale élevée. D'accord. Parce que dans l'introduction, j'ai parlé de burn-out qui peut être professionnel. J'ai aussi parlé d'un burn-out qui peut être parental. Oui. Et du coup, je vais rebondir sur ça. Est-ce que la charge mentale peut arriver avec la venue d'un enfant? Bien sûr. C'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes qui font des dépressions postpartum juste après l'accouchement, parce que la venue d'un enfant, c'est toute une organisation, toute une planification. Et on a un petit bébé, un nouveau-né qui nous demande toute notre attention, qui va se réveiller dans la nuit. Donc ça veut dire on peut avoir un manque de sommeil. Donc notre corps n'a pas le temps de se reposer, donc on va avoir une fatigue qui va s'accumuler. On va avoir nous-mêmes en tant que parents une attente, on va dire, on va être plus comment dire ça, Mariette, aide-moi. On va être plus je ne trouve plus mon mot. En fait, on va se sentir dans l'obligation d'en donner plus, de continuer en fait à gérer notre quotidien en oubliant que nous incorporons une nouvelle personne qui dépend de nous, et avec ça, on veut continuer à faire ce que nous faisions d'habitude, continuer à être dans notre rôle de super-héroïne maman, dans notre rôle de femme, de sœur, de professionnelle, et j'ai même envie de pousser un peu plus loin, parce que c'est vrai que cette charge mentale, ta question, elle est assez pertinente, parce que la venue d'un enfant est-elle réellement la cause de cette charge mentale, ou bien était-ce quelque chose qui était déjà présent, qui n'était pas mis en lumière, et qui, avec la venue d'un enfant, un élément en plus à incorporer dans son quotidien, et puis clairement, on sait que c'est pour la vie d'un enfant, voilà, même si... Donc, de ce fait, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été mis en lumière? D'accord. Quelque chose qui était peut-être déjà présent et qui est tout simplement mis en lumière. Ah, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Mais parce que, est-ce que le fait d'être entouré aussi peut peut-être aider à réduire cette charge mentale lors de la venue d'un enfant, je parle bien sûr. Ah oui, est-ce que c'est quelque chose qui aide? Ah oui, clairement. Et là, j'en fais appel à vous, les papas. Super, les papas du 21e siècle. Pour ma part, effectivement, s'ils ne sont pas présents, parce qu'il faut penser aux plusieurs tétés. La tétée de 4 heures du matin, pour celles qui connaissent, c'est la fin. C'est celle qui dit je ne veux plus rien savoir. Voilà. Mais effectivement, dans ce cadre-là, dans un siècle où on en demande autant, on nous demande d'être, je le répète, des super-héroïnes. Aux femmes, je suis d'accord. On oublie que avec tout ce qu'on a, et puis il faut pas aussi oublier que les femmes dans ce rôle, on fait bien souvent des choses qu'on ne nous demande pas forcément, mais parce que on se sent dans l'obligation de le faire. Parce que c'est cette casquette que nous avons endossée, et bien souvent, on se retrouve à faire des choses. Moi, je me retrouve face à mes enfants. Quelquefois, je vais râler, je vais dire merde. Ils me regardent, ils me disent, mais en fait, en gros, on t'a rien demandé. Et c'est vrai. Alors après, la question se pose, mais pourquoi tu le fais? Oui, parce que tu sais que tu es dans ton rôle. Voilà, tout simplement. Exactement. Et nous l'acceptons, nous l'endossons. Et effectivement, être accompagné de sa famille, de ses amis. Les amis sont des personnes précieuses. Bien sûr. Ne serait-ce que nos collègues aussi. Nous sommes entourés de personnes bienveillantes qui peuvent effectivement, en nous regardant parce qu'ils nous connaissent, mettre le doigt dessus. Et c'est pour ça que je vous demanderai à toutes d'être attentive à ces signes, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on ne le voit pas forcément quand on est dedans, mais on a des indices. Les personnes qui sont autour de nous vont dire tiens, mais t'es un petit peu fatiguée, ainsi de suite. Nos mamans, notre très chère maman, clin d'œil à nos mamans. Voilà, c'est important de savoir que on n'est pas seul, et qu'il y a toujours des personnes autour de nous qui nous accompagnent, si on sait entendre les signes, les reconnaître. Ça, c'est encore autre chose. À voir qu'il y a quelque chose à regarder dans tout ça, et que
Parce que je rebondis sur ce que tu disais, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, en fait, j'allais compléter un peu ce qu'elle a dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. En plus, Ouais. mon mot n'est toujours pas revenu. Hein. Mon mot n'est toujours pas revenu. Mais voilà. Mais en fait, effectivement, il y a aussi ce fait que la femme va avoir sa propre perception Oui. comme elle a dit, la bonne maman. Ah, oui. Avec ses représentations en fonction de son vécu. De son vécu, Donc, tout il va à y fait. avoir en fait, je veux ressembler à ma mère qui a tout donné, qui s'est épuisée, qui n'a jamais montré qu'elle n'allait pas bien et voilà, je la trouve très très forte et je veux être comme elle. Ou sinon, ma mère n'a pas été à la hauteur en fonction de mes attentes à moi et donc je vais essayer de donner plus parce que je ne veux pas que mon enfant manque de quelque chose. Donc effectivement, on va faire des choses que nos enfants ne nous demandent pas. Donc on va venir qu'avec, mais en fait, je t'ai rien demandé. Oui, mais moi, je veux juste être présent pour toi. Et ça peut effectivement augmenter la charge mentale. Et ce besoin, parfois, il y a des femmes qui vont avoir ce besoin de montrer qu'elles gèrent tout. Oui. Je gère tout, ne vous inquiétez pas, je suis la superwoman, j'excelle au travail, j'excelle à la maison en tant que femme, en tant que telle, j'excelle en tant que mère, en tant que telle, donc je n'ai besoin de l'aide de personne. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir identifier tous les signes de fatigue, parfois ça peut venir par exemple des tensions musculaires. Oui. En fait, on peut somatiser, Bien sûr, la charge mentale, que ce soit les tensions musculaires, que ce soit des troubles du sommeil aussi, des troubles alimentaires, le fait d'être toujours à courir à gauche, à droite et dire « Oh non, j'ai pas faim, je dois faire ça, j'ai pas faim ». Ça peut être ça. Ça peut être aussi le stress, l'anxiété. Donc ça peut être des signes. Quand il y a des signes comme ça, il faut vraiment se poser, s'arrêter et se dire « Mais pourquoi je ressens ça ?» Pourquoi là voilà, j'arrête pas, je vois que j'ai une tension musculaire au niveau de mon corps, ça se répète, je vais chez le médecin, il me dit bon bah il comprend pas trop, peut-être que ça se passe un peu plus dans la tête et se poser des questions à ce moment-là. Voilà. Parce que je rebondis sur ce que vous disiez, parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il y a quand même de moins en moins de femmes qui veulent des enfants. Je dis pas que tout est lié à cette charge mentale, mais beaucoup disent, oui, non, c'est trop lourd, il y a beaucoup trop de choses à faire, il faut s'occuper d'un autre être humain. Bon, après, il y a plein d'autres trucs, il y a l'écologie et autres, mais je sais que la charge mentale pas forcément qu'impose un enfant, parce que j'aime pas ce mot-là et il n'est pas adapté, mais la charge mentale que ça représente pour les femmes, c'est quand même fou que certaines femmes se disent, de par ça, je ne veux pas d'enfant. Vous en pensez quoi ? Après, c'est aussi ce que la société, elle dit, parce que quand on entend un enfant, beaucoup de personnes vont dire, oui, mais tu sais pas encore, t'as la phase du terrible two, et ensuite, t'as la phase, quand il sera adolescent, ce sera encore pire, et quand tu grandiras, et en fait, tu n'existeras plus. Et en fait, la personne, effectivement, se dit, ah oui, quand je visualise, est-ce qu'avoir un enfant, c'est plus du bonheur, ou ce sera plus, effectivement, cette charge mentale, je vais toujours m'inquiéter pour lui, je vais plus dormir. Je pense que tu ne dors pas la nuit si tes enfants sont dehors, par exemple. Alors, effectivement, c'est vrai que cette notion de ne pas avoir d'enfant, pour moi, c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Bien sûr. Mais que je mets en relation très étroite avec la maladie de ce siècle, j'ai envie de vous dire. La maladie de ce siècle qui est de vouloir se mettre en lumière, de mettre en avant, de prioriser sa vie peut-être professionnelle ou d'autres. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chaque expérience est différente. Bien sûr. Chaque enfant est différent Bien aussi. sûr. Et nous-mêmes, en fonction de l'état dans lequel nous sommes à ce moment-là, c'est à nous de prendre la décision. Sommes-nous en capacité voulons-nous vraiment avoir cet enfant en sachant que c'est ce que nous voulons lui offrir. Et en fait, c'est quelque chose d'encore plus personnel. Voilà. Mais c'est vrai que oui, la société veut que il y a beaucoup d'exigences. Il y a aussi beaucoup de paraître, de vues. Moi, étant mère de 5 enfants, oui, toutes ces phases, je les connais. Mais je suis aussi consciente que chaque enfant est différent. Pour ma part, 1 sur 2 m'a laissé dormir. J'ai retrouvé le sommeil réellement qu'au bout de 8 ans. Mais j'étais OK avec ça. Parce que mentalement, j'étais préparée et c'était ce que je voulais. Et je n'étais pas seule. Savoir que je n'étais pas seule, c'est quelque chose de super important. Entourée de ma famille, mes sœurs, mon mari. Donc effectivement, c'est très très important. C'est important pour prendre ce type de décision qui reste pour toute la vie. Exactement, tout à fait. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour pouvoir diminuer cette charge mentale
En fonction, par exemple, là, on parle de la venue d'un enfant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir diminuer cette charge mentale que certaines femmes ressentent? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, en tant que coach, déjà, j'ai envie de vous dire pour diminuer cette charge, déjà, s'en rendre compte. Être attentif. Et quand on est dans cet état-là, on est déjà surchargé, comme on le dit. On ne le voit pas forcément, mais être à l'écoute des personnes qui nous entourent, qui sont bienveillantes. J'ai envie de vous dire, rapprochez-vous aussi des associations. Dans chaque quartier, il y en a. Pour ma part, je fais partie d'une association qui s'appelle ALBA, qui met en œuvre, d'ailleurs dont le siège social est à Villiers-le-Bel, qui est aussi en étroite collaboration avec une autre association qui s'appelle Les Petits Soins, clin d'œil à Alice, qui en est aussi la présidente, et qui met en place des choses aussi bien pour aider les jeunes que les mamans, que les personnes à prendre conscience de cette charge mentale qui est présente. Et à travers ça, on crée des ateliers, des cercles de rencontres, parler entre amis, échanger, savoir que vous n'êtes pas seul et que ce que vous pensez être un problème isolé ou un problème tout simplement est en réalité peut-être juste un phénomène de société que ensemble nous pouvons éradiquer. Moi, j'ai envie de parler d'éradiquer et que ensemble on est plus fort. Échangeons, sachons que ce qui nous arrive n'est pas forcément quelque chose d'isolé, mais qu'en discutant, on se rend compte que d'autres ont été dans cette situation et peuvent nous donner des pistes. Il y a des professionnels tels que les coachs, les psychologues, qui sont là justement pour vous accompagner, pour vous donner des pistes, vous guider et surtout être OK sur le fait qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est tout à votre honneur parce que cela veut dire que vous prenez conscience de ce qui est important pour vous parce que en tant que phare, surtout nous les femmes, non pas que je ne pense pas à vous les hommes, une fois de plus, mais c'est vrai qu'en tant que pilier de la maison, nous sommes deux piliers, l'un doit pouvoir se reposer sur l'autre et comment voulez-vous offrir de bonnes choses si vous-même vous n'êtes pas aligné à vous-même? Tout à fait. Donc c'est important de prendre soin de soi pour mieux donner. Pour mieux donner, je suis d'accord. Voilà. Super, merci beaucoup Mariette. C'est une réponse hyper complète. Non, mais c'est top. Après, c'est vrai, comme elle a dit, hein, c'est vraiment le lâcher prise aussi, pouvoir lâcher prise, pouvoir déléguer, ne pas hésiter, parce que voilà, effectivement, il y a des femmes qui sont accompagnées de leur conjoint, qui ont cette chance-là d'être accompagnées de leur conjoint et qui peuvent, par la communication ouverte, pouvoir parler avec son conjoint et lui dire, en fait, chérie, je me sens épuisée, je me sens fatiguée. Ne pas être dans le tu accusateur, tu ne m'aides pas, tu fais rien, mais plus je ressens ça, est-ce que tu pourrais m'aider un peu plus? Donc voilà, essayer d'être dans la communication ouverte pour que l'autre aussi sache où sont nos limites et qu'on est sur le point de craquer. Après, il y a aussi des mamans, effectivement, des mamans célibataires qui elles, vont pouvoir se reposer sur leur famille, qui vont pouvoir se reposer sur des associations, sur des groupes où ils vont pouvoir parler, faire des activités. Ne pas hésiter aussi à faire appel à des nounous, à faire appel à des nounous pour pouvoir prendre du temps pour soi. Parce que comme elle a pu bien... j'arrive toujours du mal avec ce mot. Hein. Comme elle a pu si bien le dire, si on ne prend pas soin de soi, comment prendre soin des autres avec qualité? C'est vraiment ça. Donc, ne pas hésiter à vraiment déléguer, à pouvoir se dire, en fait, je suis OK. Je ne suis pas parfaite. Là, je suis fatiguée. Il me faut un temps pour moi. Tout simplement. Je prends du temps pour moi pour revenir plus fort. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la vie de couple. Moi, j'ai une petite question. Comment, du coup, on peut organiser sa vie de couple justement pour pouvoir réduire cette charge? En fait, c'est un petit peu se répartir les tâches. Se répartir les tâches, par exemple, moi je le vois, hein, il y a des couples, ils se disent, le matin, c'est madame qui va récupérer, qui va déposer les enfants, le soir c'est monsieur, on rentre pas à la même heure, donc monsieur rentre plus tôt, il va commencer à faire à manger ou il va commencer à doucher les enfants, quand madame va arriver, elle va prendre le relais, et en fait, ça va vraiment être une répartition des tâches. Travail d'équipe. Voilà, ça va être vraiment un travail d'équipe pour pouvoir avancer ensemble. Donc la charge ne va pas être que sur une seule personne, mais elle va être répartie sur les deux personnes, sur les deux personnes, et ça sera plus simple.
Et ça va leur permettre aussi, en plus, on s'en rend pas forcément compte, mais avec ce travail d'équipe-là, ils vont aller plus vite. Ouais. Les enfants vont aller plus vite au lit. C'est clair. Et donc après, en fait, le couple va pouvoir se retrouver. Parce que ce qui va aider aussi, c'est avoir ce temps pour soi. Parce que on a, en tant que femme, on a ce rôle de mère, mais on a aussi ce rôle de femme, et on a aussi ce rôle de femme dans le couple, mais aussi femme à part entière, soi-même en fait. Ce qu'on va accomplir, que ce soit au niveau du travail, comme elle a pu dire Mariette, il y a des femmes qui veulent vraiment, au niveau professionnel, exceller, atteindre un but, mais elles ne veulent pas faire une croix sur la vie de famille, la vie maritale. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces trois pôles-là. Donc ça va être important, mais comme je le dis, hein, ce qui va être très très important, ça va être la communication ouverte, parler de ses émotions. Si vous ne parlez pas de vos émotions, ça va être compliqué pour l'autre de comprendre ce qu'il y a dans votre tête. Beaucoup de personnes disent « il aurait dû comprendre ». Non, il est ça, c'est féminin, ça. C'est proprement féminin. Exactement. Mais il aurait dû comprendre. Mais comment ça se fait? Mais non, en fait, ce n'est pas vous. L'homme et la femme sont totalement différents. Sont vraiment différents. Donc ça, il faut aussi se dire, en fait, c'est OK, nous sommes différents. Je te parle de mes émotions. Je t'explique comment je me sens, ce que je ressens. Et je te donne aussi les solutions, comment tu dois agir avec moi. C'est ça, en fait. C'est très, très important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je rebondis encore une fois sur ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, j'ai amené la chose sur le burn-out parental, on a pas mal parlé de ça, mais en réalité, la charge mentale, c'est pas que avoir des enfants. Ça peut être aussi pour une femme seule, côté professionnel, quand on est carriériste ou même quand on aime son métier et le fait de beaucoup s'y investir. Et la question, enfin moi j'appelle ça un peu un syndrome, le syndrome de la femme épuisée. Comment on fait? Comment on s'en débarrasse? Parce que là, on parle pas d'enfants, donc là, il n'y a pas d'enfants dans la situation, il y a juste une madame. Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est comme Mariette elle a dit, il faut pouvoir s'en rendre compte déjà dans un premier temps. Il faut pouvoir se dire, bah, en fait, là, c'est de la fatigue. C'est pas juste, ah non, bah non, c'est juste aujourd'hui. Non, là, c'est de la fatigue, j'ai besoin de temps pour moi. Ensuite, bah, la personne peut se rapprocher des professionnels comme les coachs, comme les psychologues, pouvoir prendre du temps pour soi. En fait, on retourne toujours dans ce cercle-là de faut prendre soin de soi, pouvoir s'en rendre compte, pouvoir déterminer ses limites aussi et pouvoir se dire c'est OK. Ben, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que en fait, ce syndrome de la femme épuisée, pour moi, c'est le psychique qui entre en plus en corrélation avec tout ça. Au-delà de cette charge physique, de cette fatigue physique qui est visible, il y a aussi cette fatigue psychique. Le fait de ne pas pouvoir dire ce que l'on ressent, partager ses émotions, dire tout simplement ce que je ressens, ce que j'attends de toi, dire comment j'aimerais que les choses se passent et être en accord. En fait, c'est la communication. Être en capacité de communiquer, de dire réellement ce que nous ressentons, comme l'a dit Maïmouna, sans avoir ce doigt accusateur. Être en capacité de le faire, c'est déjà commencer le travail. Parce que à ce moment-là, l'autre, en sachant qu'il n'est pas dans notre tête et que nous ne sommes pas dans notre tête, bah oui, malheureusement, nous ne sommes pas dans la tête. Puis je sais pas si j'aurais forcément envie d'être dans la tête de tout le monde. Voilà, ça me va. Mais le fait que l'autre sache ce que je veux et qu'il soit en capacité aussi d'être dans cette écoute et que nous aussi, nous soyons en capacité d'être dans cette écoute, de pouvoir partager ce que nous ressentons, c'est déjà une belle avancée et ça nous aide dans cette charge qui, au fur et à mesure, s'en va. D'accord. Sauf que juste parce que du coup, Mariette, tu me parles d'une femme qui s'exprime, du coup, si j'ai bien compris, à son homme, du coup, qui est en couple. Moi, je te parle d'une femme célibataire qui est toute seule. Non, mais en fait, j'allais dire ce qu'elle allait dire. En fait, j'allais dire, faut comprendre que dans l'autre qu'elle est en train de dire, autrui, ça peut être au travail aussi, son manager. Exactement. Ça peut être aussi son père, sa mère. Les collègues, les amis. Effectivement. Tout à fait. Parce que c'est très important de le dire, parce que aussi, il y a de plus en plus de femmes seules, hein, et c'est important de quand on est seul, à qui on se confie. En fait, qu'est-ce qu'on va voir? L'autre, ça englobe vraiment, c'est ce qu'elle a dit Mariette, hein, ça englobe vraiment,
il y a nous. Il y a nous, bien sûr. Et il y a l'autre. Et il y a l'autre. Donc l'autre, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre enfant, ça peut être la famille, ça peut être le collègue, ça peut être le manager, ça peut être tout en fait. Donc qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, et ben cette capacité à parler à autrui avec ouverture et pouvoir lui parler de ses émotions tout simplement. Au travail, si on se sent submergé parce que notre manager a envie de nous déléguer toutes ses tâches et pour ne rien faire, va pouvoir lui dire en fait désolé, je peux prendre cette tâche-là, celle-là je ne pourrai pas. Là je sens que j'ai beaucoup de dossiers à gérer, je ne pourrai pas tout faire. Donc est-ce que tu peux le redistribuer aux autres collègues, ou est-ce que toi tu peux le prendre en charge, ou est-ce que tu peux me laisser une deadline plus longue? D'accord. Donc c'est plutôt ça, ouais. Ok. Et pour éviter aussi, il faut juste pas être sévère avec soi-même. Il faut pas être sévère avec soi-même. On ne peut pas être parfait. Bien sûr. L'être humain est imparfait. On peut avoir des défauts. C'est pour ça qu'on a des défauts comme des qualités. On peut réussir des choses comme on peut échouer. L'échec n'est pas en réalité un échec, c'est un apprentissage. Exactement. Il faut le voir comme ça. Il faut se dire, en fait, même si je n'avance pas au rythme que je souhaiterais, en fait, le plus important, c'est que j'avance. Exactement. J'avance à petits pas et je visualise mon objectif, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faudra. C'est pas parce que Monsieur tel y est arrivé en un mois que je dois y arriver en un mois. C'est pas parce que telle personne y est arrivée en 5 ans que je vais y arriver en 5 ans. Non, j'y vais à mon rythme, mais je m'en donne les moyens, d'accord? Donc il faut pouvoir se dire, je vais pas forcément atteindre mes objectifs comme je les visualise, mais à chaque fois, à chaque avancée, je vais moduler ma perception, mes actions, de telle sorte à atteindre le but final. Le but final. Voilà. Ouais. Merci mesdames pour ces belles paroles. Je vais laisser la place au public qui, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous invite le micro. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée Aurélie. À vous les coachs et psychologues. Je vous laisse répondre, parce que c'est une très bonne question. Effectivement, c'est bien de pouvoir parler de ses émotions et ses sentiments. Parfois, la personne qui est en face de nous n'a pas la capacité de pouvoir accueillir notre émotion parce qu'elle-même, en fait, ça peut être violent pour cette personne-là. C'est pour ça qu'en fait, il y a des professionnels qui sont là, qui vont être neutres, qui vont accueillir l'émotion, qui vont aussi répondre en fonction de cette émotion-là. Donc, si vous vous rendez compte qu'autour de votre entourage, les personnes vont plus être, par exemple, dans la critique, on va dire, ou sinon, ou dans le jugement, vous pouvez à ce moment-là vous diriger vers des professionnels de santé, des coachs, des psychologues, qui vont être là pour vous accompagner dans, on va dire, dans le lâcher prise de ses émotions, exprimer ses émotions, les comprendre aussi, et trouver une solution pour avancer. Donc, j'ai aussi envie de compléter en disant que dès le moment où il y a un questionnement, il y a toujours une réponse. Et la réponse profite à ceux qui arrivent à l'apercevoir. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a toujours des signes. Vous pouvez être là, vous allez vous dire c'est un hasard, vous allez être dans un questionnement. Il va y avoir quelqu'un à côté de vous, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, qui va parler de ce que vous considérez être comme une thématique, comme un problème. Et de là, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, Internet, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va vous écouter. Donc, comme l'a si bien dit Maïmouna, il y a des professionnels qui sont là pour vous écouter dans le non-jugement. Mais j'ai envie de vous dire, posez-vous aussi sur vos amis, votre famille. Ils auront un regard sincère d'amour parce qu'ils vous aiment. Et que c'est important aussi de savoir que à chaque question, il y a une réponse. Et effectivement, les professionnels sont aussi là pour ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Maïmouna. Oui. Oui. Oui.
Moi, je parle en termes de protéger. Moi, c'est me protéger. Bien sûr, si. La question est claire. Après, moi, je dirais que ces personnes-là, effectivement, moi, je ne parle pas en termes de guérison, parce qu'en fait, ça peut revenir dans la vie, hein, mais en fait, les personnes vont acquérir des ressources qu'ils auront besoin pour pouvoir faire face au quotidien à ça. Donc, il va y avoir des stratégies qui vont être mises en place. Comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est planification, organisation, délégué aussi. Et donc, la personne va pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se dire, ben, en fait, hop, là, c'est ma limite, et ben en fait, je m'arrête. Je prends une pause. Moi, je sais que, vu que je suis praticienne en PNL, qui est une thérapie brève, on va aller travailler sur les croyances aussi des personnes. On va aller travailler avec l'inconscient. On va changer les schémas de pensée de la personne pour l'emmener de son état présent à son état désiré. Et donc, en fait, dans son état présent, elle a toutes ces émotions qui ont une charge émotionnelle, par exemple, qui va être à 9, à 8. Et on va aller travailler avec son inconscient pour l'emmener vers son état désiré avec une charge émotionnelle qui va être totalement différente, qui soit plus positive, avec des émotions plus positives, de la motivation, de la concentration, voilà, un lâcher prise. Et en fait, à cet état désiré-là, ce sera des ressources qu'elle va pouvoir appliquer dans le quotidien. Mais effectivement, ça va être elle sera toujours en train de travailler dessus. Voilà. Je sais pas si Marie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, et j'ai envie de compléter en disant que en tant que coach, nous, ce qu'on préconise, dans le but que la personne soit dans une certaine autonomie, on va mettre des exercices en place, tels que des exercices vocaux ou des ateliers d'écriture, pour que les personnes puissent écrire, décharger, mettre sur papier tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles considèrent comme étant des surcharges, le mettre de côté, revenir dessus. Et en fonction de ça, elles vont voir elles-mêmes leur état d'esprit qui va changer. Parce que le papier, ce qui est écrit, ce qui est dit et enregistré aussi est bien présent. Et dans ce cadre-là, en relisant et en réécoutant ce qu'on a dit, on se rend compte en fait de ce qui est prédominant. Ça saute aux yeux, ça saute à l'oreille, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, on s'en aperçoit. On s'en aperçoit et en fonction de ça, on réajuste. Et on peut le faire autant de fois que l'on veut. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un. Ça peut être quelque chose de spontané, quelque chose que l'on peut répéter, mais quelque chose qui a fait ses preuves et qui a réellement son efficacité. Moi-même, je l'ai testé et ça marche. Et je rebondis sur ce qu'elle dit. On peut voir qu'il y a par exemple, il y a des écrivains qui ont écrit des livres. Moi, j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps sur l'harcèlement scolaire. Ouais. Et je lui ai posé la question. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Et elle m'a dit, en fait, j'ai vécu de harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune. Et en grandissant, ça m'a impacté dans mon quotidien. Et en fait, c'est à l'écriture de ce livre, en mettant toutes mes émotions, tous mes ressentis, tout ce que j'ai vécu, que j'ai guéri. Elle a totalement parlé de guérison. Elle a dit, j'ai guéri maintenant, je dis, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Je ne dis pas, en fait, ça m'impacte toujours dans mon quotidien. Donc, effectivement, la mise en pratique d'ateliers, comme elle a pu le dire, d'ateliers d'écriture ou de bande vocale, c'est ça? Oui, parce que il faut être honnête, voilà, il y en a qui ne sont pas assez familiers avec l'écriture, il y en a qui n'aiment pas écrire du tout. Et du coup, nous, on a incorporé dans nos coachings le vocal. Parce que ça aussi, c'est une trace. Parce que quand on est là et qu'on échange avec eux et qu'ils nous disent « Mais non, je l'ai pas dit », réécoute-toi. Ouais. C'est vrai qu'on oublie souvent, le cerveau, il oublie. Donc voilà.
Oui, de très beaux retours, de très beaux retours. J'ai la gratitude vraiment et la chance de pouvoir continuer à les suivre parce que je suis assez collante sur mes protégés. Comme je dis. C'est important pour moi de voir l'évolution parce que en fait, il faut que chacun prenne bien conscience que un coaching, ce n'est pas, ça peut être quelque chose de ponctuel, effectivement, mais un réel coaching, c'est un don de soi. Et lorsque on est dans cette notion de partage, cette aventure en fait, elle commence. Elle commence. Et garder des liens étroits, parce que comme pour beaucoup qui nous connaissent, on fonctionne beaucoup dans le bouche à oreille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est présent. En fait, le fait de les suivre, de savoir où ils en sont, ça valide aussi les méthodes, les exercices, tous les ateliers que l'on met en place, et ça donne de la force. Ça donne de la force. Donc oui, j'ai de très beaux retours et j'en suis vraiment heureux. Oui. Oui. Non, mais ouais. C'est bien. Je rebondis juste pour avoir essayé pour avoir fait, pas essayé, l'écriture intuitive. Enfin, moi, c'était comme ça que c'était appelé. Enfin, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Parce que moi, j'ai beaucoup consulté pour diverses raisons. Bref, j'ai eu pas mal de soucis plus jeunes et même, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que j'ai utilisé l'écriture intuitive pour des situations qui ont été extrêmement douloureuses dans ma vie. Et honnêtement, et je dis pas ça, je vends rien, hein, je parle de mon histoire, ça fonctionne. Parce que déjà, on se dit, mais on prend un cahier, on écrit, on se dit, mais je vais écrire quoi? Et puis au final, ça vient tout seul, on écrit, on écrit. Ouais. Au début, c'est un peu brouillon, c'est tout ce qui passe par la tête. Et au final, plus ça passe, plus ça devient structuré, et plus il y a une vraie ligne directrice. Et au final, ça devient comme une thérapie. En plus des séances qu'on a avec en tout cas moi que j'avais avec un psychothérapeute. Et au final, par exemple, des années plus tard, il y a peut-être un an, j'ai relu un des cahiers que j'avais écrit à un moment T de ma vie. Honnêtement, je me suis dit, waouh, ça veut dire, non mais vraiment, je l'ai relu, je me suis dit, en fait, déjà le fait de l'écrire, on se dit, on a vécu, je me suis dit, ouais, déjà j'ai vraiment vécu ça. J'ai vécu des choses qui étaient assez compliquées. Je me suis dit, waouh. Et du coup, je me suis revue aujourd'hui, je me suis dit, et maintenant, je suis ça. T'as vu l'évolution. Ouais. Ah ouais, l'évolution. Que du chemin parcouru. Exactement. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, non, déjà, ça marche. Ouais. Première chose. Et au-delà de ça, j'étais hyper fière de moi, de tout ce que j'avais accompli. Ouais. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, petit plus petit, ça devient grand. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je suis toujours dans un travail parce que je pense pour moi, le mental, etc., le bien-être, c'est le travail d'une vie. Ça ne s'arrête jamais. Et il faut toujours faut toujours le poursuivre. Et il faut se donner les moyens. En vérité, aujourd'hui, on a les moyens. Les gens pensent qu'il y a besoin de mettre beaucoup d'argent, de forcément toujours aller consulter. Très sincèrement, pour moi, je sais qu'aller voir des professionnels, ça m'a vraiment aidé et j'en avais besoin. Mais quand on n'a pas les moyens, une feuille, un papier, franchement, ça fonctionne. Vraiment. Ouais. Voilà, c'était le petit plus. Je vous laisse la parole, merci monsieur. Du partage. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Ouais. Ouais. Après, c'est vraiment, je pense, question de société, avec l'évolution de la société, l'évolution de la femme. Ouais. On va dire, avec cette image de la femme émancipée, les femmes vont prendre, certaines, hein, et aussi par rapport au vécu, il y a des femmes qui vont vivre des expériences traumatisantes quand ils sont plus jeunes. Ouais. Par exemple, des viols, de l'inceste, de la violence. Et en fait, ils vont se dire, j'ai pas envie de faire vivre ça à un enfant où c'est une trop grosse responsabilité. Exactement. Et comme elle a pu le dire Mariette tout à l'heure, il y a aussi les femmes qui veulent exceller au niveau professionnel, ouais. qui veulent être au summum et qui vont mettre en fait le travail avant ce besoin d'être mère ou d'avoir une vie de famille. Il y a même des femmes qui se marient pas. Il y a des femmes qui veulent pas se marier et qui vont prendre cette décision de dire non, je préfère être seule et être heureuse que être, on va dire, mal accompagnée.
Et je pense que c'est dû à l'image de la société, les retours qu'on peut avoir ces derniers temps, ces dernières années. On parle beaucoup de viol, on parle beaucoup d'inceste. On parle beaucoup de violences conjugales. On parle beaucoup d'enfants maltraités. Quand on va voir tout ce qui se passe dans tous les enfants qui sont placés aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont placés. Voilà, qui est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont placés et les conditions de vie de ces enfants-là sont pas forcément les meilleures. Et il y a des femmes qui vont dire, bah non, en fait, je me sens même pas, je sens pas avoir les épaules ni la capacité de pouvoir prendre soin de cet enfant-là, et c'est trop de responsabilités que je ne pourrais pas gérer. Mais c'est la société, c'est avec l'évolution de la société. Alors qu'avant, c'est vrai que ce soit culturellement parlant, que ce soit dans l'éducation, c'était impensable pour une famille qu'une femme ne soit pas mariée. Déjà, on disait à la femme, il faut se marier tôt. Donc les femmes se mariaient à 15 ans parfois, mais se mariaient très très tôt. Aujourd'hui, on peut avoir des femmes qui se marient à 30 ans, qui se marient à 40 ans, avec un nombre de divorces qui est de plus en plus élevé. Donc en fait, tout ça va jouer. C'est vraiment la société qui évolue, et ça chamboule beaucoup de choses. Oui, et j'ai envie de rebondir en disant aussi que tout est une question de désir. Et pour moi, c'est primordial. Être en capacité de définir ce que l'on veut réellement, ce que l'on attend, aussi bien dans le domaine professionnel que familial, c'est déterminant pour l'avenir. Se dire que oui, on veut des enfants, combien? En regardant la société, en voyant la conjoncture actuelle, et en sachant toujours que avoir des enfants de nos jours, c'est pas comme si on avait un enfant et puis bon, à ses 18 ans, hop, on le dépose sur le côté. Non, on sait que c'est une charge à vie. Il faut qu'on se sente aussi en capacité de pouvoir subvenir à ses besoins, de lui offrir un avenir radieux, encore plus radieux que le nôtre, lui offrir, au-delà de tout cet amour que nos parents ont pu nous offrir, être sûr de pouvoir lui assurer un avenir qui lui permette d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. Et c'est aussi dans ce monde dans lequel on vit. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle beaucoup, en mettant en relation tout ça, se posent des questions. Et c'est aussi légitime. Et je rajouterais aussi que la société est de plus en plus jugeante. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Et parfois, pour n'importe qui, hein, ça peut être très très violent. C'est très sévère. Ouais, très très sévère, parce qu'en fait, on n'a pas d'enfants, mais pourquoi on veut pas avoir d'enfants? On a des enfants, ah mais il est mal éduqué. Pourquoi votre enfant il agit comme ça? Pourquoi il fait ça? Parfois même un enfant de 2 ans, qui effectivement c'est un enfant, c'est normal qu'il crie partout, c'est normal qu'il saute partout, c'est normal qu'il veut découvrir, qu'il touche à tout. Et ben on va dire, bah oh là là, son père ou sa mère l'a mal éduqué, il n'est pas capable de rester assis et de rester tranquille. Ben non, c'est dans le développement de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il est important pour la société de s'intéresser au développement de l'enfant. L'enfant a un développement moteur, a un développement émotionnel qui est à peu près le même si en fonction des individus va être différent. Mais si on ne connaît pas ça, on va être dans le jugement. Et tant qu'on n'est pas à la place de la personne, on va plus être dans « je regarde ce que l'autre fait, comment il le fait ». Pourquoi il le fait, et pas en se disant ah oui mais franchement c'est une brave femme, hein. C'est une brave femme, hein. Ou je vais aller l'aider. Effectivement, je vois que c'est un petit peu compliqué, je vais aller l'aider. Moi la dernière fois je faisais les magasins et j'étais avec ma fille qui a 2 ans, qui fait son terrible tout et qui courait partout dans les magasins. Et j'étais avec ma petite sœur et on se regardait en disant bon qui la gère qui la gère, parce qu'on doit se dépêcher. Et j'étais en train de marcher et il y a un petit qui se met à courir. Et une mère qui court après le petit. Et j'ai regardé à maman, je dis « Ah, bah, je suis pas seule ». Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Non, vous êtes pas seule, ils font tous la même chose ». Et en fait, à ce moment-là, on a eu toutes les deux ce sentiment d'appartenance, sentiment de non-jugement. Et pourtant, dans le même magasin, il y avait plein de personnes qui nous regardaient en se disant « Mais oh, elle arrive vraiment pas à gérer son enfant, franchement, elle devrait le prendre, pourquoi il pleure, pourquoi il crie, pourquoi il touche à tout ?» Bah, elle découvre. Elle a 2 ans, c'est l'âge du développement, elle découvre.
Donc, il y a aussi ça, le fait que la société peut être vraiment dans un jugement très, très sévère. Et il y a des personnes qui préfèrent ne pas être face à ce jugement-là et se dire, en fait, je préfère me focaliser sur moi et m'occuper de moi. Ouais. Et c'est OK. C'est vraiment OK. Comme elle a dit, Mariette, il faut pouvoir l'accepter et se dire, c'est son choix aussi. Merci à tous. Merci Mariette. Merci Meïouna d'avoir été là, d'avoir pu répondre à nos questions, de nous avoir apporté des solutions et des idées pour pouvoir réduire cette charge mentale. Merci à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Bye bye. Bye. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup, franchement. On a parlé, hein, faites des enfants, je te jure. Je me suivais, là, vous allez faire des équipes.